Bonjour à tous, ce cours traitera de l'utilisation des antibiotiques en parodontologie. Il sera complété par un deuxième cours qui s'intéressera lui au rôle plus spécifique des antiseptiques, là aussi dans le traitement des parodontopathies. Quelques rappels tout d'abord. Vous connaissez tous maintenant le rôle de facteur étiologique primaire joué par les biofilms supra- et sous-gingivaux. L'objectif finalement de nos thérapeutiques étant l'élimination généralement mécanique de ces biofilms, soit par voie non chirurgicale, soit par voie chirurgicale. Cependant, vous avez pu voir dans les cours précédents qu'il existe une certaine variabilité de la réponse au traitement, variabilité qui peut être interindividuelle. Certains patients, en fonction notamment des facteurs de risque présents, peuvent réagir de manière différente au traitement parodontal entrepris. Mais il existe là aussi, je pense que ça vous l'avez déjà vu dans votre pratique clinique, des différences de réponse intersites, c'est-à-dire que chez un même patient, avec finalement la même thérapeutique effectuée par le même opérateur, certains sites réagiront mieux au traitement que d'autres. Là aussi, en fonction d'un certain nombre de paramètres, la profondeur du site, etc. Dans ce cours, nous nous intéresserons finalement à la cible, donc les bactéries, puisque nous allons traiter de molécules à visée antibactérienne. Il faut savoir donc que ces bactéries, finalement, il n'est pas possible de les éliminer de manière totale lors de la thérapeutique mécanique, lors du détartrasurfaçage, que ce soit chirurgical ou non chirurgical. Ceci notamment du fait de l'anatomie des sites traités, l'anatomie notamment des dents pluriradiculées, les zones de furcation qui sont des zones difficiles à instrumenter et où finalement il existe toujours une certaine quantité de biofilms qui justement sont peu accessibles pour le praticien et qui peuvent être à l'origine de recontamination, etc. Les tubules dentinaires, là aussi, sont des zones potentielles de colonisation bactérienne. Les bactéries peuvent aller se cacher, si on peut dire, ou en tout cas trouver un refuge au niveau de ces tubules dentinaires. Et à l'heure actuelle, il n'existe pas de technique permettant d'éliminer totalement les bactéries présentes au niveau de ces tubules dentinaires. Concernant cette fois-ci l'anatomie même de la lésion parodontale que vous traitez, il est clair, et ça je pense aussi que cliniquement vous l'avez déjà remarqué, les lésions profondes, donc supérieures à 5 mm, sont plus difficiles à traiter que les lésions moins profondes. Tout bêtement, l'accessibilité des instruments est plus difficile. À cela peuvent s'ajouter donc justement la douleur ou l'appréhension du patient, etc., que vous pouvez gérer par une anesthésie, c'est sûr, mais bon, un ensemble de paramètres qui vont finalement diminuer peut-être l'efficacité de vos thérapeutiques. Troisième point, l'invasion tissulaire. Comme vous le savez, certaines bactéries présentes au niveau des biofilms sous-gingivaux notamment sont susceptibles d'envahir les tissus, notamment donc les tissus mous. Et là aussi, il est clair que lors d'une thérapeutique, par exemple non chirurgicale, vous n'allez pas pouvoir éliminer l'ensemble des bactéries présentes justement au niveau de ces tissus. Enfin, il a été décrit dans la littérature que certaines bactéries sont susceptibles là aussi de présenter une résistance particulière au traitement mécanique. C'est notamment le cas de Aggregatibacter actinomycètes comitans qui va nous intéresser dans la suite du cours notamment. Tous ces points finalement ont amené à se poser la question donc, de l'utilisation potentielle des antibiotiques et des antiseptiques, comme nous le verrons dans le deuxième cours, mais ici dans ce cours des antibiotiques dans la prise en charge des patients atteints de parodontopathie, afin justement d'optimiser les résultats du traitement parodontal. L'infection parodontale présente certaines formes de spécificité qu'il est important de prendre en compte justement quand on veut aborder cette thématique de l'utilisation d'agents antibiotiques. En effet, si on veut bien démontrer la spécificité, il suffit de comparer finalement une atteinte
parodontale à une pathologie infectieuse plus classique, une atteinte pulmonaire par exemple, un autre organe, peu importe, et vous constaterez déjà que si on compare ces deux types d'atteintes, souvent, dans les pathologies infectieuses, on a une invasion massive des tissus affectés. Or, premier point qui amène un peu cette spécificité au niveau parodontal, c'est que cette invasion tissulaire n'est pas forcément massive, et surtout que cette invasion bactérienne n'est pas forcément nécessaire au développement de la pathologie, puisque, comme vous avez vu dans le cours de physiopathologie et dans le cours de microbiologie, il existe déjà des interactions entre le biofilm, surtout les bactéries donc présentes au sein des biofilms, et l'hôte, indépendant de l'invasion, puisque les biofilms sont au niveau du sulcus, en tout cas, peuvent être déjà en contact avec les cellules épithèles de l'hôte. De ce fait, tout ça, et finalement, une grande partie du cours va tourner autour de ce point-là. Est-il judicieux, intéressant, en termes de thérapeutique bien sûr, de proposer une prescription d'antibiotiques systématique, c'est-à-dire pour tous les patients atteints de destruction parodontale, comme si c'était justement une infection mono-infectieuse ou même polyinfectieuse, mais très massive, ou une prescription raisonnée. Et comme vous le verrez, je pense que c'est cette option de raisonnement plutôt en termes de prescription qui doit nous guider. Toujours quelques points un peu de spécificité relatifs à la prescription d'antibiotiques en parodontologie. La première notion, c'est la notion de zone cible, si on peut dire, au niveau donc de la zone où on va retrouver les biofilms, donc cette zone sulculaire notamment. Il est nécessaire d'avoir une concentration suffisante de molécules antibiotiques au niveau tissulaire. On va essayer d'agir justement sur les cellules envahies par les bactéries. Et il est également intéressant d'avoir une concentration efficace suffisante au niveau du sulcus, notamment au niveau du fluide gingival, puisque c'est lui finalement qui va baigner autour de ce biofilm et qui va pouvoir apporter finalement le plus la molécule antibiotique à sa cible. Les biofilms, vous commencez à les connaître, donc c'est des structures très organisées finalement, très complexes, avec un très grand nombre d'espèces bactériennes présentes. Vous pouvez voir ici sur ces photos de microscopie à fluorescence, l'organisation à gauche par exemple d'un biofilm avec, vous voyez, différents types bactériens situés dans des couches bien particulières. On reviendra sur ce point dans quelques instants. Et vous voyez ici, si vous regardez sur les photos à droite, que en fonction du type de bactéries, les bactéries vont se retrouver à tel ou tel étage du biofilm, ce qui montre bien cette complexité qu'on peut avoir, nous, au niveau parodontal, de traiter, en tout cas de cibler de manière très spécifique certaines bactéries, puisqu'il y a une réelle coopération qui a lieu au sein de ces biofilms, coopération pouvant être associée justement à l'environnement de la bactérie. Par exemple, une bactérie, ça vous avez dû le voir dans le cours de microbiologie, une espèce bactérienne pourra, via son activité, si on peut dire, apporter des nutriments à une autre espèce bactérienne, favoriser ainsi sa croissance. A l'inverse, certaines bactéries vont pouvoir, en proliférant, vont entraîner une baisse de la prolifération d'autres types bactériens, etc. Donc beaucoup de collaboration et de coopération entre les différentes bactéries composant les biofilms. Je vous rappelle, et je vous mets juste ceci en rappel, puisque vous avez déjà dû le voir, la notion donc de complexe, afin que vous ayez une meilleure visualisation, si on peut dire, des bactéries qui vont nous intéresser. Les bactéries, donc tout d'abord, du complexe rouge, donc décrit par Sokransky, donc Porphyronia gingivalis, Thanerella forsythia, Treponema denticola, qui sont des bactéries particulièrement pathogènes. Vous avez ensuite différents groupes, groupes qui vont être classés en fonction bien sûr de leur pathogénicité, mais aussi en fonction de leurs affinités, si on peut dire, en termes de colonisation, etc., des tissus. Et
deuxième bactérie à connaître, et je pense que celle-là vous l'avez bien étudiée lors du cours sur la microbiologie, Aggregatibacter actinomycètem comitans, que l'on va retrouver dans certains types de pathologies, dans certains types de lésions. Donc, cette gestion des biofilms est importante là aussi quand on veut proposer un traitement chimique, notamment antibiotique, puisque justement, comme j'ai dit, la coopération fait aussi que, et nous le verrons tout à l'heure, certaines bactéries peuvent fournir à d'autres espèces une certaine forme de résistance vis-à-vis de telle ou telle molécule. D'où la nécessité pour nous de bien gérer, savoir que faire de ces biofilms. Là aussi, deuxième point qui peut amener à question, l'objectif finalement de l'antibiothérapie ne serait-il pas finalement, en tout cas ça peut être une stratégie, de favoriser une flore commensale non parodontopathogène en jouant justement sur cette notion d'antagonisme bactérien que je viens de discuter, en utilisant des molécules à spectre très étroit. Toujours dans cette notion de spécificité de l'infection, là aussi vous l'avez vu dans le cours de physiopathologie parodontale, la parodontite, en tout cas toutes les destructions parodontales sont associées à un modèle physiopathologique assez particulier, puisque nous sommes face d'un côté à une infection opportuniste, par exemple ici, comme vous pouvez le voir sur le schéma à gauche, la baisse des défenses immunes va entraîner l'apparition justement donc de cette infection opportuniste à partir de la population bactérienne commensale, donc avec augmentation donc, de certaines espèces bactériennes qui vont être associées à la destruction, Fusobacterium nucleatum, Treponema denticola par exemple, Tannerella forsythia. Et en parallèle, nous sommes également confrontés à une infection qu'on peut qualifier d'infection vraie pour deux bactéries, donc Aggregatibacter actinomycètem comitans ou Porphyrium gingivalis, puisque dans les littératures, vous pouvez retrouver les données, ces deux bactéries sont retrouvées de manière très faible chez les patients sains, puisqu'on peut les retrouver dans moins de 10% de la population. Donc, vous voyez, des bactéries très particulières et surtout associées donc, justement avec la destruction parodontale. Donc on est là dans une double problématique. Donc là justement, contrairement un peu à une infection, si on peut dire, d'un organe via uniquement une bactérie exogène, dans ce cas-là par exemple, on ciblera la bactérie exogène en particulier, mais ici dans notre cas, on a d'un côté les bactéries qu'on peut considérer comme exogènes, et de l'autre côté également à gérer la partie flore commensale qui est en croissance du fait justement de cette infection opportuniste. Donc vraiment une complexité en termes de compréhension des mécanismes physiopathologiques, surtout afin également de proposer une thérapeutique vraiment très stricte. Et c'est pourquoi finalement, et vous verrez à la fin du cours, cette notion d'antibiothérapie adjointe donc au traitement parodontal est toujours et encore soumise à débat. Concernant donc ces molécules antibiotiques, antiseptiques, comme je l'ai dit, il existe différentes stratégies finalement pour optimiser le traitement mécanique. Donc des stratégies locales au niveau du site en lui-même, donc utilisation d'antiseptiques, utilisation de molécules antibiotiques, et une stratégie systémique avec l'utilisation d'antibiotiques. En effet, on n'utilise pas d'antiseptiques par voie systémique, on le verra ça dans le cours. Pourquoi? Alors, pourquoi? Vous comprenez bien, c'est une notion de toxicité. Donc, on s'intéresse dans ce cours aux antibiotiques. Les antibiotiques donc, se définissent comme des molécules d'origine naturelle ou synthétique, capables de tuer, donc l'action bactéricide, ou capables d'inhiber, bactériostatique dans ce cas-là, les micro-organismes de manière sélective. Donc, c'est pourquoi on va devoir réfléchir à 3 points. Quelle molécule antibiotique choisir? Quelle est son efficacité? Et surtout, le corollaire, y a-t-il un risque de toxicité pour le patient? Tout d'abord, nous allons voir quelles sont finalement les recommandations en vigueur, les recommandations de l'AFSAP. Alors, premier point de l'utilisation, concernant l'utilisation de ces antibiotiques en parodontologie, l'antibioprophylaxie, je pense que ça, vous y êtes sensibilisé, c'est pas uniquement spécifique à la parodontologie, mais
il est opportun peut-être de rappeler ces recommandations. Donc vous mettez en place une antibioprophylaxie pour les patients à risque d'endocardite infectieuse. Dans certains cas, donc chez les patients immunodéprimés ou ayant des problématiques de cicatrisation, d'où finalement une importance de l'évaluation médicale du patient et surtout donc de la concertation avec son médecin traitant. Ceci, nous l'avions déjà vu dans le cours sur les interactions paro-médecine et un autre cours suivra sur la gestion des pathologies associées. Donc, concernant cette antibioprophylaxie de l'endocardite infectieuse, là aussi, je vous ai mis ici en rappel le petit tableau récapitulatif de l'AFSAPS, avec donc les patients à risque qu'il faut mettre sous antibioprophylaxie, les patients porteurs de prothèses valvulaires mécaniques ou bioprothèses, les patients ayant des antécédents d'endocardite infectieuse, les patients ayant des cardiopathies congénitales cyanogènes. Donc vous avez le listing sur cette diapositive. Concernant donc les actes recommandés chez les patients en tout cas ou contre-indiqués surtout, c'est plutôt ça qui va nous intéresser, par l'AFSAPS en parodontologie. Vous pouvez voir que donc sur ce tableau, les patients sont triés, si on peut dire, en 3 catégories: la population générale, les patients immunodéprimés et les patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Vous pouvez voir qu'en parodontologie, donc, les détartrages ou le sondage parodontal sont associés à une antibioprophylaxie dans le cas donc, des patients à haut risque d'endocardite infectieuse, comme on a dit tout à l'heure, et également donc, à discuter avec le médecin traitant, surtout pour les patients immunodéprimés, même si ça peut être recommandé, comme vous le voyez sur cette diapositive. Pour la population générale, bien sûr, en termes d'antibioprophylaxie, il n'y a pas lieu pour un détartrage ou un sondage parodontal. Concernant la chirurgie parodontale, alors là, ces actes sont totalement contre-indiqués, que ce soit la chirurgie de la poche, la chirurgie plastique parodontale, pour les patients au risque d'endocardite infectieuse. Chez les patients immunodéprimés, là aussi, l'antibioprophylaxie est recommandée, mais doit être discutée avec le médecin traitant. Et surtout, finalement, il faut toujours réfléchir aussi quand on propose finalement un geste, qu'il soit chirurgical ou pas, à ce ratio, si on peut dire, bénéfice-risque encouru par le patient. Les prescriptions, là aussi, vous les connaissez. Donc, pour la prévention de l'endocardite infectieuse, les patients qui n'ont pas d'allergie aux pénicillines, vous les mettrez sous amoxicilline, 2 grammes, donc par voie orale, généralement, à prendre 1 heure avant l'acte. Et en cas d'allergie aux pénicillines, donc ce sera la clindamycine, 600 mg, là aussi 1 heure avant l'intervention. Donc une prise unique. Toujours les recommandations de l'AFSAPS, cette fois-ci concernant les recommandations en fonction des pathologies traitées. Donc, et là, on va en discuter tout à l'heure au cours du reste du cours. Comme vous pouvez le voir, toujours avec ce distinguo donc, de population, population générale, immunodéprimée, à haut risque d'endocardite infectieuse. Vous voyez que le traitement des parodontites chroniques, il n'y a pas de recommandation particulière via l'AFSAPS. Pour les parodontites agressives localisées ou généralisées, la prescription antibiotique est recommandée. Et pour les pathologies réfractaires au traitement. Comme vous pourrez le voir tout à l'heure, ici vous avez une recommandation donc formelle de l'AFSAPS, si on peut dire, mais nous allons réfléchir à tout ça, notamment au niveau de la population générale. Est-ce que les antibiotiques apportent un plus ou pas finalement aux patients chez qui l'on va proposer donc un traitement parodontal pour une parodontite chronique ou une parodontite agressive? Tout d'abord, finalement, l'objectif de l'adjonction des antibiotiques à l'origine, ça aussi été de modifier les protocoles finalement afin de réduire, d'optimiser la voie non chirurgicale, les résultats obtenus par le traitement non chirurgical, et donc de réduire les indications de l'abord chirurgical. Alors, pour cela, vous aviez au départ, comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma, mais nous reviendrons à la fin de la présentation sur celui-ci,
au départ donc ces protocoles thérapeutiques hein, avec le traitement donc par cadran, la réévaluation à 3 mois, et si à ce moment-là aucune amélioration n'était démontrée, on passait à la chirurgie avec plus ou moins adjonction d'antibiotiques. Depuis quelques années maintenant, hein, il existe d'autres protocoles, nous en discuterons, avec des séances de surfaçage radiculaire, hein, de détartrage surfaçage rapproché hein, dans le temps, avec adjonction d'antibiotiques donc à la fin de ces séances, et évaluation par la suite, afin de voir s'il y a oui ou non nécessité d'aller vers la chirurgie ou pas, ou si voilà, justement la thérapeutique combinée mécanique chimique a été suffisante. Là aussi, la partie temporelle, si on peut dire, hein, a sans doute été discutée dans le cours concernant le traitement étiologique. Quelles sont les voies d'administration possibles et surtout les différences hein, qu'on va retrouver entre ces voies pour les molécules antibiotiques que l'on peut utiliser en parodontologie? Alors, il existe bien sûr l'administration systémique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui sera privilégiée, vous verrez pourquoi, et l'administration locale. Dans l'administration systémique, en effet, la distribution va être large, puisque vous aurez une concentration d'antibiotiques qui va être donc qui va diffuser par voie plasmatique, hein, par voie sanguine, et qui va être réaffectée ensuite, si on peut dire, à l'ensemble des organes, avec donc justement une problématique au niveau de la concentration de molécules disponibles, qui va être variable, elle aussi, en fonction de l'absorption finalement de tel ou tel organe. La problématique, et le problème majeur finalement, hein, un des problèmes majeurs, c'est justement du fait que l'on va affecter un grand nombre d'organes, notamment le système digestif, hein, les effets secondaires peuvent apparaître, notamment donc, comme vous l'avez déjà sans doute observé, hein, tous ces problèmes donc d'ordre digestif associés à la prise antibiotique. Des limites cliniques sont également présentes, puisque finalement dans ces molécules que vous allez administrer par voie systémique, leur administration va être finalement dépendante du patient, c'est-à-dire que si le patient finalement ne prend pas la prescription comme vous lui avez indiqué, donc 3 fois par jour par exemple, votre traitement risque de ne pas être aussi efficace que ce que vous l'auriez souhaité. Donc là, vous voyez, on est finalement dépendant hein, du patient et donc de sa compliance. Concernant le diagnostic, hein, le choix de la molécule devrait en tout cas être basé sur l'identification des pathogènes ciblés, hein, essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être plus spécifique et de cibler de manière précise tel ou tel gène pathogène. L'administration locale, maintenant, elle, sa distribution est étroite, vous allez placer une molécule antibiotique au niveau d'un site à traiter. La concentration va elle aussi être finalement passée d'une très haute dose à une faible dose. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre en place, par exemple, un gel, hein, par exemple, hein, ou un autre système, vous allez avoir dans les premiers temps une très haute concentration au niveau du site, mais au fur et à mesure, une faible dose aussi, hein, puisqu'il y aura un lavage qui va se faire au niveau du site, hein, finalement, et donc une faible dose sur une plus longue période. D'où certains problèmes dont nous discuterons tout à l'heure. Deuxième problème de cette administration locale, finalement, c'est la possibilité hein, de réinfection à partir de sites non traités ou insuffisamment traités, finalement. Donc, par exemple, vous traitez une poche mésiale d'une molaire, par exemple une 16, avec une antibiothérapie locale, très bien. Cependant, vous n'avez pas suffisamment, ou il y a toujours en fait des bactéries pathogènes au niveau d'une poche distale de la prémolaire adjacente. Vous pouvez avoir une contamination hein, d'une poche vers une autre, et donc une réinfection finalement du site que vous aurez traité par antibiothérapie locale. Les limites, clairement, moi, c'est un peu la même, c'est un peu redondant avec ce que je viens de dire. Finalement, avec l'administration locale, vous traiterez de manière très limitée le site, hein, donc vous n'aurez pas d'effet sur d'autres sites. Et en termes de diagnostic, bien sûr, pour pouvoir administrer un antibiotique par voie locale, vous aurez dans un premier temps la nécessité hein, finalement d'identifier le site cible.
Alors, deuxième grand point, hein, on a vu les modes de diffusion, les molécules. Quelles sont les molécules finalement disponibles en dentisterie, hein? Donc l'amioxicilline, vous le connaissez, avec plus ou moins l'acide clavulanique, le métronidazole, l'azithromycine, la doxycycline, la spiramycine, les tétracyclines, et encore donc certaines combinaisons de molécules, comme nous le verrons, hein, les combinaisons amoxicilline, par exemple métronidazole, hein, qui sont utilisées à l'heure actuelle. Voici justement donc les molécules les plus utilisées en parodontologie, hein, sur lesquelles en tout cas vous trouverez le plus grand nombre d'études. C'est clairement donc l'amoxicilline et le métronidazole, et également certaines combinaisons, hein, de molécules antibiotiques, à savoir que d'autres molécules sont étudiées, hein, mais c'est vrai que leur diffusion à grande échelle n'a peut-être pas encore eu lieu, mais c'est pas parce que voilà, cette liste n'est pas du tout exhaustive, hein, il peut dans le futur apparaître d'autres molécules, hein, avec justement, si on arrive à démontrer leur efficacité clinique. Quels sont les différents mécanismes d'action de ces molécules? Là aussi, je pense que vous avez pu les voir, ou en tout cas les aborder quelque peu lors du cours de microbiologie. Les bactéries, finalement, on va essayer de les cibler, de les atteindre par différentes méthodes. Tout d'abord, on va essayer d'inhiber, hein, la synthèse des constituants de la paroi bactérienne. En effet, si on inhibe la synthèse, hein, à un moment donné, la bactérie va se retrouver dans l'impossibilité de synthétiser, voilà, justement sa paroi, et donc se retrouver en mauvaise posture, si on peut dire, hein, et donc disparaître. On va essayer également de faire des trous, si on peut dire, au niveau de l'enveloppe bactérienne, hein, donc entraîner une perméabilité membranaire. On va essayer d'inhiber la synthèse protéique, essayer en fait de bloquer les différentes voies métaboliques de la bactérie, donc la bloquer dans son fonctionnement, hein, intrinsèque, et également, même au niveau nucléique, si on peut dire, hein, bloquer l'inhibition justement de la synthèse, hein, nucléique bactérien. Les bactéries sont des organismes vivants et elles ont pu développer des résistances bactériennes par différents moyens. Tout d'abord, des résistances que l'on va qualifier d'intrinsèques, hein, donc constitutionnelles même, on pourrait dire. C'est-à-dire que vous allez par exemple utiliser un antibiotique qui va cibler tel ou tel composant de la bactérie, par exemple la protéine Y, hein, qui va être indispensable au fonctionnement de la bactérie que vous voulez cibler. Pas de chance, il se retrouverait dans ce cas-là une bactérie, voilà, qui n'est pas du tout, en tout cas, qui ne possède pas cette protéine Y que vous avez ciblée, et donc finalement votre antibiotique ne fonctionnera pas. C'est une résistance que l'on qualifiait donc d'intrinsèque. Ça peut surtout être également décrit comme pour une bactérie qui finalement ne possède pas non plus une enzyme permettant par exemple la transformation d'un composant vers un composant actif. Vous envoyez un antibiotique qui nécessite d'être transformé dans un premier temps par la bactérie pour être actif. Si la bactérie ne possède pas l'enzyme permettant la transformation de l'antibiotique, vous comprendrez bien que vous n'aurez pas d'activité de l'antibiotique. Deuxième type de résistance possible, hein, la résistance liée à une mutation. Donc, vous le savez, hein, les bactéries sont en constante mutation, hein, comme un grand nombre d'organismes vivants, et dans certains cas, hein, justement, les mutations amènent à une sélection, si on peut dire, des bactéries vers des bactéries résistantes à telle ou telle molécule, d'où les difficultés que l'on peut avoir, justement, pas qu'en parodontologie, mais dans l'ensemble donc, de la médecine, par rapport justement à ces antibiothérapies massives, hein, prescrites, qui font justement émerger ces bactéries résistantes. Enfin, une résistance qu'on pourrait qualifier de acquise, hein, qui est le fruit finalement d'un transfert de compétences, hein, d'une bactérie à une autre. Si une bactérie par exemple est résistante à un antibiotique, elle peut libérer donc l'ADN codant pour la résistance, si on peut dire, dans l'environnement, ou même, et donc transmettre par cette voie la résistance à une autre bactérie, hein, mais cela peut aussi se faire par un contact, hein, direct entre les deux bactéries, et leurs parois en fait. Deuxième grand groupe, si on peut dire, de résistance,
c'est qu'il faut toujours garder à l'esprit que, et c'est la problématique parodontale, hein, qu'une bactérie isolée ne résistera pas de la même manière que la même bactérie inclue dans un biofilm. En effet, comme vous avez pu le voir, hein, dans ces biofilms, notamment les biofilms sous-gingivaux, des bactéries vont donc sécréter des enzymes bloquant l'action de certains antibiotiques et donc en faire profiter l'ensemble du biofilm. De plus, les bactéries dans le biofilm sont entourées d'une matrice qui finalement joue aussi un rôle de protection hein, pour l'ensemble des bactéries. Donc vous voyez, là aussi, je vous renvoie un peu à votre cours sur la microbiologie et vous verrez donc l'ensemble des propriétés finalement des biofilms qui vont intéresser, qui vont favoriser en tout cas la résistance de telle ou telle bactérie à une molécule antibiotique ou antiseptique comme nous verrons dans l'autre cours. Quels sont les critères de choix pour proposer un antibiotique ou en tout cas pour le choisir la molécule? Tout d'abord, le mode d'action. Est-ce que, voilà, on va privilégier une bactérie qui perméabilise, qui bloque la synthèse, etc. Il faudra s'intéresser au spectre d'activité. Est-ce qu'on va privilégier un spectre large, donc qui va affecter un grand nombre de bactéries, ou un spectre étroit qui va cibler de manière précise une bactérie que l'on aura détectée comme pathogène? L'absorption est importante, là aussi au niveau tissulaire, hein, je vous l'ai dit, puisque on aura une concentration variable en fonction des organes cibles. L'activité bactéricide ou bactériostatique est également à prendre en compte. Hein. Certaines molécules, comme je l'ai dit, ont une activité purement bactériostatique, d'autres donc, vont limiter en fait la croissance uniquement, d'autres vont elles complètement donc tuer la bactérie. La demi-vie est importante puisque va influencer les modalités de prescription et surtout la fréquence à laquelle le patient doit reprendre, si on peut dire, la molécule. En tout cas, oui, soit la prendre par voie orale ou par une autre voie, hein, ça n'a pas d'importance. L'élimination est importante, hein, une élimination rénale, une élimination hépatique. Ceci est surtout à prendre en compte justement chez les patients ayant des pathologies particulières. Hein. Est-ce qu'un patient ayant une pathologie rénale est susceptible ou pas d'utiliser telle ou telle molécule éliminée par voie urinaire? Une question importante à se poser. La tolérance, alors l'apparition donc justement d'effets secondaires chez les patients, est-ce que la molécule que vous allez prescrire est une molécule connue pour être très difficile à supporter par les patients, en sachant finalement que si vous proposez des molécules très difficiles à tolérer par les patients, la compliance ne va pas forcément être idéale. Enfin, tout ça c'est des paramètres à prendre en compte quand on propose justement une antibiothérapie. L'apparition de résistance, là aussi comme je l'ai dit, hein, ça c'est un problème de santé publique, hein. Le fait d'avoir proposé des antibiothérapies sur des périodes trop courtes avec des doses trop faibles a entraîné l'apparition de bactéries résistantes, donc une efficacité moindre maintenant pour certaines molécules, donc un problème important à prendre en compte. Et enfin les contre-indications, hein, interactions médicamenteuses, etc. Contre-indications chez les patients présentant une grossesse par exemple, enfin bref, toutes ces contre-indications d'ordre médical qu'il est important de garder à l'esprit lorsque vous allez choisir une molécule et la prescrire à votre patient. Premier groupe de molécules, hein, les plus connues finalement, les plus diffusées, c'est les bêta-lactamines, avec notamment l'amoxicilline, hein, que vous connaissez bien, qui est une molécule qui va agir sur la paroi bactérienne. C'est une molécule à spectre large, donc qui va affecter un certain nombre d'espèces bactériennes, avec une absorption rapide et une demi-vie courte. Là aussi, le point important, et celui-là, je pense que vous y êtes confronté quotidiennement hein, chez vos patients, le grand nombre de réactions allergiques potentielles à ces pénicillines, hein, à l'amoxicilline, donc qui est à prendre en compte, hein, puisque la réaction allergique peut aller de la simple rougeur, si on peut dire, à l'urgence hein, vitale. Donc là aussi, toujours, dans vos questions médicales, avant une prescription, vous assurez de l'absence, hein, si on peut dire, de allergie spécifique à telle ou telle molécule. Les résistances
à ces bêta-lactamines, notamment à l'amoxicilline, sont nombreuses. Là aussi, sans doute dû à une surconsommation de cet antibiotique au niveau mondial, et peut-être pas dans les meilleures conditions. D'où l'association avec l'acide clavulanique. En effet, en plus des résistances qui ont pu apparaître, vous connaissez tous le fait l'existence donc des bêta-lactamases qui peuvent être produites par certaines espèces bactériennes. Ici au niveau parodontal, par exemple, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Tannerella forsythia ou encore Porphyromonas gingivalis peuvent produire des bêta-lactamases et donc protéger le biofilm, comme je l'ai dit dans une des diapositives précédentes, cette notion de coopération interespèces bactériennes au niveau du biofilm. Deuxième groupe de molécules utilisées en parodontologie, ce sont les imidazolés, avec notamment le métronidazole. C'est une molécule à action bactéricide, avec un spectre étroit, puisque ciblant préférentiellement donc les bactéries anaérobies. C'est une molécule à absorption lente, avec une demi-vie moyenne à longue, d'environ 8 heures pour le métronidazole, par exemple. Les réactions toxiques par rapport à cette molécule sont faibles, cependant il faut bien prendre en compte que, par exemple, le métronidazole, vous pourrez le voir dans le fascicule, dans la notice d'utilisation, cette molécule est susceptible de potentialiser les anticoagulants et également d'avoir un effet antabuse avec la consommation alcoolique. Autre point au niveau parodontal, il a été démontré par certaines études que cette molécule n'a pas forcément d'effet sur Agregatibacter, en tout cas un effet significatif seul sur Agregatibacter actinomycètem comitans. Troisième type de molécules, les tétracyclines. Ce sont des molécules à action bactériostatique, à spectre large, à absorption lente, et là aussi avec une demi-vie moyenne à longue. Là aussi, attention, il y a des allergies potentielles et une toxicité de ces molécules. Vous connaissez peut-être ces manifestations que l'on peut avoir chez les enfants traités par tétracycline, ces manifestations au niveau de l'émail, avec ces lignes caractéristiques au niveau des couronnes. Cependant, point positif au niveau parodontal, c'est que Agregatibacter actinomycètem comitans semble sensible à ces molécules. Vous pouvez ici voir les différentes molécules utilisées en parodontologie, également les combinaisons, en tout cas certaines combinaisons, pas toutes, qui peuvent être utilisées avec surtout leur cible et les dosages usuels. Vous retrouverez ceci dans la publication citée au niveau de cette diapositive. Vous voyez que pour cibler Porphyromonas gingivalis, on utilisera préférentiellement le métronidazole avec un dosage entre 250 et 500 mg pendant 7-10 jours. Pareil pour Forsythia, Treponema. Ensuite, vous avez la clindamycine qui va cibler essentiellement les bactéries Gram- anaérobies, sauf Agregatibacter actinomycètem comitans. Vous avez la doxycycline, la spiramycine, qui elles sont associées vraiment à des infections non spécifiques. Il n'y a pas de cible spécifique. Vous avez toujours à droite le dosage usuel. Vous avez les combinaisons. Alors là aussi, une des combinaisons les plus utilisées, c'est celle-ci, métronidazole amoxicilline, qui va cibler à Agregatibacter actinomycètem comitans et Porphyromonas gingivalis, mais également des grammes positives. Enfin bref, vous avez ici, sur cette diapositive, les molécules les plus utilisées, donc métronidazole, et essentiellement finalement la combinaison métronidazole-amoxicilline, c'est ça qui va nous intéresser dans les diapositives prochaines. Les autres molécules sont utilisées, également les autres associations, mais c'est vrai que c'est des choses que l'on voit, en tout cas dans la littérature, pas forcément de manière très 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 importante. Vraiment là, si vous faites des recherches sous PubMed, vous aurez un très grand nombre d'articles sur la combinaison métronidazole-amoxicilline et sur le métronidazole seul. Donc pour les autres molécules, comme dit, vous pouvez toujours vous référer aux publications.
Premier petit schéma, hein, si on peut dire, en tout cas résultat concernant l'utilisation des antibiotiques associés donc toujours hein, à la désorganisation des biofilms, on y reviendra. Donc on va concernant tout de suite finalement cette désorganisation des biofilms, hein, avec tout ce qu'on a dit dans les diapositives précédentes, vous comprendrez bien que pour éviter finalement cette coopération, cette résistance, cette protection qu'on peut retrouver au sein du biofilm, afin de potentialiser l'effet d'une molécule antibiotique hein, qu'on va proposer, il est clair que il est nécessaire et indispensable, on en reparlera tout à l'heure, de associer la désorganisation mécanique hein, de ces biofilms. L'utilisation de l'antibiotique seul n'a pas vraiment d'intérêt. Pour revenir à ce diagramme, donc il s'agit d'une méta-analyse issue donc faisant suite à une revue systématique de la littérature réalisée en 2012 sur l'efficacité donc de la combinaison amoxicilline-métronidazole associée donc toujours au traitement mécanique bien sûr dans le traitement donc des parodontites chroniques en comparaison justement donc avec un traitement mécanique seul. Dans cette méta-analyse, vous pouvez observer, hein, donc c'est le petit diagramme, vous commencez un peu à être familier avec ça. Si le gros losange noir qui en fait représente, si on peut dire, qui fait le résumé des données des autres études hein, sur le sujet, sélectionnées en tout cas, s'il est d'un côté ou de l'autre, il va favoriser une ou l'autre, l'un ou l'autre protocole. Donc ici, vous pouvez observer hein, dans le premier diagramme que si l'on combine justement donc, toutes ces données disponibles sur le sujet, cette méta-analyse met en avant un rôle positif de l'utilisation d'antibiotiques, donc cette combinaison amoxicilline-métronidazole, dans le traitement des parodontites chroniques, que ce soit en termes de gain d'attache, c'est le premier diagramme, ou en termes de réduction de la profondeur de poche. Tout ça, c'est bien joli. Si je regarde uniquement finalement ce diagramme, je me dis, voilà, on vient de me montrer que chez mes patients avec une parodontite chronique, je dois leur donner, ou ce serait plus favorable de leur donner des antibiotiques pour optimiser mon traitement. Et je pourrais faire ça finalement de manière systématique. Il faut peut-être prendre quand même ces résultats justement avec précaution, et c'est précisé donc même par l'auteur de cette méta-analyse, hein. Car finalement, si vous regardez les études intégrées dans cette méta-analyse, elles sont peu nombreuses, hein, puisque l'auteur a essayé de sélectionner donc justement des études avec le moins de biais possible finalement. Hein, et vous voyez même que là, il n'y en a que 4 finalement qui ont été sélectionnés, ce qui montre que il n'existe pas réellement de un très grand nombre donc d'études fiables sur le sujet, en tout cas pour les parodontites chroniques et cette association d'antibiotiques. Donc cette méta-analyse hein, vous donne peut-être une petite information. En effet, donc, vous voyez, de manière générale, hein, les antibiotiques peuvent apporter un plus dans le traitement des parodontites chroniques. On va peut-être dans les diapositives suivantes préciser un peu ce point, mais vous pouvez voir également, ça c'est intéressant, c'est de voir l'importance finalement du gain obtenu en combinant donc traitement mécanique et antibiotique. En effet, vous pouvez voir par exemple en termes de gain d'attache, vous avez un gain d'attache qui se situe entre 0 et 0,5. C'est ce que je disais tout à l'heure et on revient un peu dessus. Est-ce que le gain de entre 0 et 0,5 mm de gain d'attache permet-il en tout cas de justifier une prescription systématique? Je ne le pense pas, puisqu'il est important de toujours faire ce rapport entre coût-bénéfice hein, et surtout bénéfice-risque pour le patient. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, la prescription d'antibiotiques n'est pas anodine, hein, du fait justement donc, de toutes ces problématiques, hein, résistance, etc. Donc, ces résultats sont donc à prendre un peu avec des pincettes. Vous avez les données pour ce qui est disponible donc, concernant les parodontites chroniques. Une autre donnée intéressante, hein, toujours issue d'une méta-analyse un peu plus ancienne cette fois, 2002, qui là en fait
va un peu préciser cette utilisation d'antibiotiques pour les parodontites chroniques. En effet, cette étude avait mis en évidence que pour différents types de molécules, on n'entre même pas dans la spécificité moléculaire, mais que en tout cas les antibiotiques, l'association donc traitement mécanique, traitement antibiotique, pouvaient apporter un plus essentiellement pour les poches profondes. Donc, en tout cas, l'effet était plus marqué pour les poches profondes. Ce qui va déjà nous amener à un premier point, c'est qu'en tous les cas, si on souhaite proposer une antibiothérapie associée donc, au traitement mécanique d'un patient présentant une parodontite chronique, il apparaît déjà plus intéressant de réserver cette prescription, non pas aux patients ayant une parodontite chronique tout venant, si on peut dire, mais aux patients ayant une forme sévère, donc avec des lésions profondes. Et il n'est pas nécessaire, il n'est absolument pas recommandé, il n'est pas du tout intéressant d'ailleurs, de proposer une antibiothérapie complémentaire à des patients ayant une parodontite chronique modérée avec des poches à 4 mm, 5 mm, ça n'apporte aucun intérêt. Nous reparlerons toujours de cette camp finalement précis dans les diapositives suivantes. On fera un résumé un peu à la fin de l'exposé sur ce sujet-là. Je vous rappelle juste, dans une des diapositives précédentes, nous avons vu les recommandations de l'AFSAPS, si vous vous souvenez, concernant l'antibiothérapie curative associée donc au traitement des parodontites chroniques, et si vous vous souvenez, elle n'était pas recommandée. Donc ici, on retombe un peu sur nos pattes, comme je vous ai dit, il faut toujours penser à sélectionner et à bien cibler quels sont les patients qui pourraient tirer bénéfice de l'utilisation des antibiotiques. Donc déjà, ce résultat ici vous montre déjà que dans un premier temps, les patients ayant une parodontite chronique et des poches peu profondes ne sont absolument pas sujets, si on peut dire, à une prescription antibiotique curative. Concernant les parodontites agressives cette fois. Sur les parodontites agressives, vous verrez, il y a beaucoup plus de données disponibles concernant donc l'utilisation d'antibiotiques. Les parodontites agressives, vous avez vu dans le cours donc, de physiopathologie, ou encore sur la classification, nous les avions décrits. Ce sont des pathologies très particulières, avec une flore particulière, généralement aussi une population particulière, des facteurs de risque spécifiques. Il existe donc plus de données sur ce thème-là. Là aussi, une méta-analyse a été réalisée par la même équipe que la méta-analyse précédente. Vous voyez qu'ils ont pu inclure plus de résultats cette fois-ci que précédemment. Toujours avec cette comparaison, donc traitement seul versus traitement associant la combinaison amoxicilline métronidazole. Là aussi, vous voyez, on a une augmentation du bénéfice thérapeutique chez les patients donc traités, que ce soit en termes de gain d'attache ou de réduction de la profondeur de poche. Toujours là, pensez à la pondération de la chose, puisque vous voyez, on n'est pas non plus dans des différences de l'ordre de 2-3 mm, on est toujours cette fois-ci entre 0,5 et 1 mm. Cependant, ici, l'antibiothérapie curative est proposée du fait de la spécificité en fait physiopathologique de la pathologie agressive, de la parodontite agressive. Comme je vous l'ai dit, on est réellement là face à des bactéries donc généralement AA, PG, qu'on retrouve souvent associées, qui elles suivent donc ce schéma donc d'infection vraie. Et c'est pour ça que là, l'apport de l'antibiothérapie peut apporter un plus par rapport au traitement purement mécanique, d'autant plus que, comme là aussi on l'avait dit en introduction, AA certaines études l'ont montré que AA peut être résistant au traitement mécanique. Cependant, donc là, dans cette étude, là toujours, les auteurs mettent bien en avant le fait qu'il n'existe toujours pas d'études disponibles sur le rapport coût-bénéfice de cette prescription systématique d'antibiotiques dans le cas de parodontite agressive. Donc là aussi, une donnée peut-être un peu manquante de la littérature. Par ailleurs, l'efficacité de l'antibiotique dans ce type de pathologie a été évaluée, puisque souvent le traitement associé à l'antibiotique amène à une diminution des
de la concentration ou de la présence en tout cas des espèces bactériennes, donc AA, PG par exemple, ou encore Treponema denticola. Cependant, et je vous l'ai aussi dit en introduction, l'utilisation des antibiotiques en parodontologie n'est pas un sujet clos, si on peut dire, hein. On retrouve dans la littérature tous les ans des articles concernant justement l'utilisation de ces antibiotiques. Et ici, je vous ai mis pour illustrer justement le débat qu'il peut y avoir un peu concernant l'utilisation de ces molécules, les résultats donc d'une étude publiée donc dans le Journal of Clinical Perio en 2013 sur justement donc l'utilisation de l'antibiotique. Ici, là aussi, toujours une combinaison amoxicilline-métronidazole dans le traitement donc des parodontites agressives. Ici, donc dans cette étude, les auteurs ont donc suivi des patients sur 1 an, des patients traités, donc un groupe de patients test traités avec donc traitement mécanique associé à la combinaison antibiotique amoxicilline-métronidazole, versus un contrôle, un groupe contrôle, qui en fait est un groupe composé de patients donc ayant uniquement bénéficié du traitement mécanique. Au niveau microbiologique, comme vous pouvez le voir, hein, on a une réduction d'un certain nombre de pathogènes avec dans les deux groupes. Le traitement mécanique aussi peut avoir a une efficacité sur la compulsion des biofilms, vous le savez maintenant. Hein, et vous pouvez voir ici que à 1 an, par contre, on retrouve une baisse en effet, mais il n'y a pas énormément de différence, si on peut dire, hein, en termes entre les deux groupes. Ce qui montre bien que peut-être l'antibiotique a agi à très court terme, mais sur le long terme, finalement, on a de nouveau réinstallation de la flore, d'une flore qu'on aurait pu avoir avec un traitement mécanique seul. Ce qui est intéressant, c'est de corréler ces données avec les données cliniques. Et c'est ce qu'ils ont fait dans cette étude. Donc vous avez ici une représentation, donc patient par patient, du nombre de sites supérieurs donc, à 4 mm. Hein. Donc, je rappelle des patients atteints de parodontite agressive à 1 an. Donc vous avez en bleu, à gauche, le groupe contrôle au départ, patient par patient, avec le nombre de poches. Hein. Donc vous voyez un patient à 120 poches par exemple, à plus de 120 poches. Et en rouge, toujours à gauche, le groupe contrôle à 1 an, donc le groupe ayant uniquement bénéficié d'une thérapeutique mécanique. Donc logiquement, hein, on a vu sur le plan microbiologique, on a une baisse des agents pathogènes, donc cliniquement c'est intéressant puisqu'on a une baisse également donc, du nombre de sites, patient par patient, on a toujours des sites résiduels à 1 an, mais vous voyez que dans l'ensemble, la thérapeutique a fonctionné. Concernant donc le groupe test, c'est-à-dire associant mécanique et chimique, vous pouvez voir ici que là aussi on avait des groupes au départ, donc en bleu foncé à droite cette fois-ci du graphique, on avait une population relativement similaire groupe contrôle, et on a une baisse, là aussi hein, avec le traitement mécanique plus chimique, on a une baisse importante du nombre de sites patient par patient hein, présents 1 an après. Cependant, vous pouvez voir que l'évolution, finalement, si on compare, hein, est quasi similaire hein, en termes de nombre de sites entre les deux groupes. Ce qui prouve bien que finalement, c'est ce que ramène un peu cette étude, c'est que finalement, les protocoles qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire d'antibiothérapie associée au traitement mécanique lors de la prise en charge de thérapeutiques agressives, restent toujours discutés. Toutes les études ont des paramètres qui peuvent être améliorés, mais je pense qu'il faut garder ça à l'esprit, que peut-être dans quelques années, voilà, les considérations que l'on peut avoir vis-à-vis de l'antibiothérapie auront changé, et on ira vers des prescriptions beaucoup plus ciblées, peut-être même, et on en parlera tout à l'heure, avec des cibles différentes, peut-être des espèces bactériennes, qui n'ont pas encore été mises en évidence à l'heure actuelle avec les techniques que l'on a, mais qui vont être visualisées avec de nouvelles méthodes et associées à certaines formes de pathologie. Toujours dans cette notion donc, de spécificité liée donc, à l'utilisation de ces biofilms, qu'est-ce qui a été démontré comme pouvant influencer l'utilisation donc, de ces antibiotiques en parodontologie? Un point intéressant, à l'échelle cette fois-ci du site parodontal traité. Dans cette étude,
les auteurs se sont intéressés à analyser la réponse en termes de changement de profondeur de poche, hein, en fonction de la présence ou pas de porphyromonas gingivalis. Les résultats sont intéressants. Si l'on observe le graphique en haut à gauche, comme je l'ai dit, les deux premières colonnes présentent une population où on ne retrouve pas porphyromonas gingivalis. La colonne de gauche a été traitée par un traitement mécanique et un placebo. La colonne de droite a été traitée par traitement mécanique et antibiotique. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Si l'on regarde les deux colonnes, cette fois-ci situées à droite, la première colonne, à gauche, représente un groupe présentant porphyromonas gingivalis traité par placebo, et la colonne à droite représente un groupe présentant porphyromonas gingivalis traité par antibiotique associé donc au traitement mécanique. Et vous pouvez observer qu'à ce moment-là, dans ce groupe où on a la bactérie cible, hein, qui est porphyromonas gingivalis, on a une augmentation significative de l'efficacité du traitement. Ce qui montre bien que l'intérêt du traitement antibiotique est là s'il y a présence de la bactérie, ciblée. Donc, comme je l'ai dit, là encore un point important, ceci va de nouveau restreindre, si on peut dire, hein, la nécessité forcément de prescription antibiotique et surtout nous sortir d'une possible prescription systématique, hein, pour tous les patients. De ce fait, on peut discuter de l'intérêt des tests bactériens. On le verra dans une des diapositives suivantes, hein, quand est-ce qu'on peut les proposer. En tout cas, ces tests bactériens, pour ma part, hein, ne doivent pas forcément être utilisés de manière systématique chez tous les patients lors d'une consultation initiale. Non, ces tests bactériens doivent être réservés, on le verra tout à l'heure, à certains cas où justement on a une inefficacité du traitement et qu'on cherche à savoir si une bactérie doit être ciblée en particulier, ou encore dans un deuxième cas, si le traitement a fonctionné, on veut le contrôler, à ce moment-là on peut proposer un test bactérien. En effet, à l'heure actuelle, on est plutôt dans une approche probabiliste. Les données de la littérature ont montré que, par exemple, les formes chroniques sont souvent associées à la présence de porphyromonas gingivalis, ce qui va peut-être nous diriger vers justement l'utilisation du métronidazole. Les formes agressives, elles, sont plutôt associées à la présence de Agregatibacter actinomycètes comitans, d'où peut-être l'utilisation de la combinaison, donc amoxicilline-métronidazole. De plus, dans certains cas, ça ne se fait pas de manière routinière, mais c'est une ouverture qu'il faut garder à l'esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour éviter les résistances, etc., il serait intéressant de cibler de manière très spécifique, hein, certaines espèces bactériennes, d'où la possible utilisation là aussi d'antibiogrammes, notamment dans le cas de pathologies réfractaires à votre traitement. Un antibiogramme vous permettrait peut-être d'adapter telle ou telle molécule à telle ou telle bactérie et vous permettre d'optimiser, hein, si on peut dire, votre traitement. Cette étude de 2013, justement, va faire rebondir sur cette notion donc, de possibilité d'antibiogramme, puisque elle s'est intéressée donc, chez des patients présentant des parodontites chroniques, hein, à observer la résistance de certains, en tout cas l'efficacité de certaines molécules, hein, antibiotiques prescrites couramment à certaines doses sur différentes espèces bactériennes. Et vous pouvez voir que en fonction de la molécule utilisée, vous n'avez pas la même efficacité, hein, antibactérienne. Ça paraissait logique, hein, on en a déjà discuté tout à l'heure de cette spécificité moléculaire, mais également en fonction de la dose. Vous voyez par exemple, hein, si vous prescrivez uniquement de la doxycycline avec comme objectif d'éliminer porphyromonas gingivalis, vous n'y arriverez pas. Par contre, une prescription de métronidazole permet, elle, de supprimer la bactérie. Ces données-là doivent nous faire penser justement à cette notion d'antibiogramme. Si vous avez des patients donc résistants à votre thérapeutique antibiotique, vous pourrez donc voir si le choix de la molécule a été le bon et s'il est possible d'avoir une alternative, si on peut dire. Cependant, ceci nous ramène aussi vers l'approche probabiliste que je vous ai indiquée tout à l'heure, hein, puisque par exemple dans les parodontites chroniques, c'est justement la prescription du métronidazole peut donc être indiquée,
puisque on retrouve fréquemment donc Pamphlona gingivalis. Point important, toujours dans cet échantillon donc de spécificité de réponse au niveau parodontal, la donnée comme quoi les biofilms et donc bien sûr les bactéries parodontopathogènes sont dans une zone d'interface est importante, puisque on l'avait vu en introduction, la concentration donc de l'antibiotique au niveau sulculaire doit être efficace. Ici, dans cette étude ancienne, il avait été étudié donc justement la concentration au niveau donc, du fluide gingival, ce sont les colonnes blanches, et au niveau plasmatique pour l'utilisation, donc ici dans ce cas-là, de doxycycline, un exemple, en fonction de la dose justement administrée. Et vous pouvez voir, bien sûr, ça paraît logique, que si vous prescrivez 100 mg de doxycycline, bah, vous avez une concentration plasmatique et gingivale inférieure à 5 microgrammes par millilitre, etc. Et que plus vous augmentez finalement la dose jusqu'aux 400 mg, vous voyez, vous augmentez la dose efficace. Cependant, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que le temps, vous voyez sur les graphes, le temps nécessaire à arriver à une dose efficace peut être long, d'où la nécessité justement de, lorsqu'on prescrit des antibiotiques, de toujours essayer de prescrire une fréquence permettant de maintenir au niveau notamment du fluide gingival, mais également au niveau tissulaire, la concentration efficace le plus longtemps possible et d'éviter une augmentation, une baisse, etc. Puisque dans ce cas-là, on peut avoir apparition de ce phénomène de résistance bactérienne dû à un sous-dosage de la molécule antibiotique. Cette variabilité également de disponibilité donc de la molécule active pourrait aussi être un paramètre qui peut expliquer une variabilité en termes de résultats interpatients, puisque là aussi il a été montré que la concentration disponible peut être variable en fonction justement des paramètres physiologiques du patient. Quels sont les protocoles d'administration finalement que l'on peut proposer en parodontologie? Tout d'abord, comme je l'ai dit, vous avez ici un schéma récapitulatif qui propose finalement un circuit pour les patients. Vous voyez ici que dans le cadre par exemple d'une parodontite chronique, il sera effectué bien sûr, vous l'avez vu, une thérapeutique initiale. Dans certains cas, nous verrons quand, ou également finalement pour les parodontites agressives, là, il y aura une mise en place, c'est la colonne de gauche finalement, la mise en place précoce d'un traitement antibiotique avec les molécules dont on a déjà discuté tout à l'heure, mais qu'on reverra dans les quelques diapositives qui suivent, et qui va nous amener donc vers, si possible, une résolution de cette pathologie, en tout cas son contrôle, et donc ensuite vers un circuit de maintenance. Dans la colonne du milieu, on a là justement les endroits où l'antibiothérapie peut être intéressante. Vous avez effectué chez un patient, par exemple atteint d'une parodontite chronique, une thérapeutique initiale. Cependant, lors de la réévaluation, vous observez une certaine inefficacité de votre thérapie. À ce moment-là, soit on peut réaliser donc un test microbien, afin justement de voir s'il existe ou pas une bactérie particulière associée à la pathologie, ou utiliser finalement l'approche probabiliste dans de l'antibiothérapie. Donc prescrire cette antibiothérapie, réeffectuer le traitement et donc ensuite réévaluer la situation. Si l'on souhaite vérifier et avoir une donnée objective quant à l'élimination totale de la bactérie ciblée, on peut donc réaliser à nouveau un test microbien permettant justement de comparer avec la situation initiale. Il est clair que dans cette proposition de protocole, que vous pouvez vous trouver dans la référence citée ci-dessous, il n'y a pas d'antibiothérapie systématique. Et j'insiste sur ce point, je pense que vous avez bien compris maintenant qu'il faut évaluer cas par cas la situation clinique avant de proposer cette combinaison traitement mécanique, traitement chimique.
Vous pourrez trouver dans la littérature une étude qui a été largement discutée, celle de Lopez en 2002, relative au traitement de parodontite avec une thérapeutique uniquement basée sur l'utilisation d'antibiotiques par voie systémique. Cette étude, je n'ai pas mis ici les graphiques, mais vous pouvez la retrouver sans aucun problème dans la littérature, mettait en évidence justement que dans une population donnée présentant une parodontite chronique définie par l'auteur comme étant sévère, on en rediscutera, chez ces patients, une prescription seule d'antibiotiques avait permis de limiter la progression de la pathologie et surtout avait amené à un traitement, si on peut dire, de cette pathologie. Vous trouverez dans la littérature beaucoup d'articles en réponse, si on peut dire, à cette étude qui présentent un très grand nombre de biais. Tout d'abord, comme je l'ai dit, des problèmes de définition de la pathologie. A priori, si l'on analyse finement les données cliniques des patients inclus dans cette étude, on est plus proche de patients ayant des pathologies parodontales débutantes que sévères. De plus, notamment dans le titre de l'article, donc c'est indiqué que c'est une monothérapie unique. Si l'on lit attentivement le matériel et méthodes, et vous pouvez d'ailleurs retrouver tous ces commentaires dans la publication de Herrera en 2008, si on lit attentivement le matériel et méthode, on peut observer que l'antibiothérapie n'a pas été seule en plus dans la thérapeutique, puisque l'auteur y a associé un traitement qualifié de supragingival de 90 minutes par patient. On peut se demander là, donc voilà, quelle a été la nature de ce traitement, 90 minutes de détartrage supragingival. Bon, voilà, chacun est libre de penser, voilà, et de se faire son opinion sur ce sujet-là. En tout cas, comme je viens de le dire, c'est surtout pour ça que je vous mettais cette étude en illustration, parce que vous pourrez la retrouver dans certains papiers. Elle a été beaucoup discutée et c'est une des seules qui présente justement une utilisation d'antibiotiques, en tout cas qui se dit utiliser seulement les antibiotiques comme traitement. De plus, l'utilisation donc systématique et unique d'antibiotiques, comme on en a maintenant largement discuté au cours de cette présentation, va présenter des risques d'effets secondaires importants et également des émergences de résistance bactérienne possibles. Là, le paramètre très important, c'est celui-ci. Il est essentiel d'associer, et je pense qu'on en a là aussi suffisamment parlé, d'associer l'utilisation d'antibiotiques à la désorganisation des biofilms. Et vraiment, en complément de ce cours, je vous conseille vraiment de lire ce papier donc de Herrera en 2008, qui est vraiment un papier très critique et qui permet réellement de se faire une idée avec justement cette notion d'antibiothérapie en parodontologie. Ça met bien les idées au clair. Concernant l'association antibiotiques et chirurgie parodontale, là aussi, vous retrouverez dans certaines études cette notion de combinaison entre la chirurgie et l'antibiotique. À l'origine, l'objectif donc d'associer l'antibiotique à la chirurgie, c'était de prévenir les potentielles surinfections, bien sûr, les potentielles complications, et également donc d'améliorer les résultats cliniques et microbiologiques que l'on pouvait obtenir. Sur les dernières données de la littérature, ce qui ressort, c'est que il n'existe pas, en tout cas, d'effet significatif de ces prophylaxies d'antibiotiques donc en parallèle de la chirurgie notable. Il n'y a pas d'effet qui démontre qu'on a moins de surinfection parce qu'on a mis des antibiotiques dans une chirurgie parodontale, mais surtout on a des effets modestes sur les paramètres cliniques observés. Ici, vous avez pour exemple une étude de 2012 qui a comparé donc différents protocoles thérapeutiques. Vous avez à gauche la chirurgie, le traitement mécanique et la chirurgie, et à droite le traitement mécanique, la prescription d'antibiotiques et la chirurgie. Et vous pouvez voir que dans ces deux cas, on a des résultats qui sont tout à fait similaires en termes de profondeur de poche et de gain d'attache. Finalement, quand prescrire tout d'abord, ça maintenant vous commencez à bien l'avoir entendu, l'efficacité sera de toute manière plus importante si le biofilm est désorganisé et pas encore en cours de réorganisation. De ce fait, il a été proposé différents protocoles donc
où on va prescrire les antibiotiques. Dans tous les cas, il est préférable donc de réaliser le traitement mécanique sur une période de temps relativement courte, soit sur une semaine, soit, si on peut, en utilisant donc le protocole de full mouth disinfection, donc en une session unique sur une journée. Dans tous les cas, si le traitement est réalisé sur une semaine, il a été proposé, donc c'est le schéma qu'on avait déjà vu au début et vous pouvez retrouver la publication dans le période 2000, Mombelli en 2011. Donc le petit schéma du bas, donc à la fin donc de la session de traitement, donc au bout de la semaine, quand les biofilms donc, sont justement désorganisés et pas encore en cours de réorganisation, de débuter le traitement antibiotique. Ceci donc permettant d'optimiser encore l'action des molécules antibiotiques. Par contre, si le traitement est réalisé en une seule séance, la prise antibiotique peut, elle, débuter avant le traitement mécanique, puisque à ce moment-là, on aura, dès la fin du traitement, une concentration efficace d'antibiotiques au niveau du fluide gingival et au niveau tissulaire. Dans tous les cas, l'importance de la qualité du traitement non chirurgical est primordiale dans la réussite de vos traitements. Ce n'est pas parce que vous ajoutez l'antibiotique que vous devez diminuer, si on peut dire, la précision de votre traitement non chirurgical. Au contraire, il faut bien penser à ça, l'antibiotique n'est que là pour potentialiser les effets du traitement non chirurgical et pas l'inverse. Et également, ça je pense que vous avez aussi eu maintenant les idées là-dessus, l'importance donc du contrôle de plaque supragingival. Il est clair que si le patient a un bon contrôle de plaque post-traitement, ça va encore limiter la réorganisation des biofilms et donc encore potentialiser l'efficacité de votre traitement. Concernant la prescription antibiotique, que pouvons-nous proposer? Finalement, pour les parodontites agressives, la combinaison amoxicilline-métronidazole apparaît comme étant la combinaison de choix, puisque ciblant les bactéries que l'on retrouve de manière préférentielle dans cette pathologie. À Strasbourg, nous préconisons dans des cas très limités la prescription d'antibiotiques dans le traitement des parodontites chroniques, essentiellement sévères, donc avec présence de poches profondes et essentiellement s'il y a une composante inflammatoire importante. En effet, si le patient ne présente pas de poche profonde, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les antibiotiques n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc réellement, nous sélectionnons, si on peut dire, et réellement des cas très, très précis pour lesquels l'antibiotique peut apporter quelque chose. De plus, ces patients-là, présentant les parodontites chroniques sévères, il est important également qu'il n'ait pas de thérapeutique dentaire complémentaire importante en cours, puisque dans ce cas-là, également, le contrôle de plaque n'est pas favorable, et donc là aussi, l'action antibiotique est limitée. Pour cela, donc plusieurs molécules. Dans les cas des parodontites chroniques, on retrouve essentiellement Porphyronia gingivalis, en tout cas c'est une des cibles. Donc on ciblera le métronidazole, soit en traitement unique, soit en combinaison, comme vous pourrez le retrouver dans la littérature. De même, la combinaison spiramycine-métronidazole, comme cela avait été démontré dans une étude réalisée au service, avait démontré une efficacité dans le traitement de ces pathologies. Quelques particularités encore concernant les patients fumeurs. On retrouve aussi quelques données dans la littérature. Le patient fumeur, ce qui est important, ça va être d'évaluer sa consommation tabagique, son addiction. Il y a notamment l'utilisation de certains tests, le test de Fagerström par exemple. Et ceci parce que bien sûr, la consommation, l'importance de la consommation va influencer de manière différente le traitement et la pathologie. Concernant ces études fumeurs-non-fumeurs, il existe une grande variabilité des résultats en fonction des études, en fonction notamment de la sélection des patients. Qu'est-ce qu'un grand fumeur? 10 cigarettes par jour, 20 cigarettes, tout ceci est variable en fonction des différents pays étudiés, en fonction des pathologies étudiées. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'existe pas de résultats significatifs favorisant l'utilisation systématique d'antibiotiques en parallèle donc, du traitement parodontal chez le patient fumeur. Dans tous les cas, il sera important de prendre en compte l'ensemble des facteurs de risque, ça vous le savez, et donc le facteur tabac est lui peut-être à prendre d'abord en charge, et après justement de voir au cas par cas la nécessité ou pas d'adjoindre un traitement antibiotique en fonction de la pathologie. Mais ce n'est pas le facteur tabac qui doit entraîner
la prescription de manière systématique. Quelques données concernant l'antibiothérapie locale, puisque nous en avons parlé en introduction. Là aussi, vous retrouverez des publications disponibles et également en France, quelques produits vendus donc d'antibiotiques par voie locale. À la base, ces antibiothérapies locales ont pour objectif donc, de favoriser la réponse au traitement mécanique au niveau de certains sites, ceci indépendamment de la compliance du patient, on en avait parlé. Vous appliquez l'antibiotique, le patient n'a pas à reprendre, si on peut dire, la molécule, etc., ingérer un cachet ou quelconque forme galénique. Voilà, vous êtes indépendant. Et cette antibiothérapie locale avait été proposée donc, pour le traitement des sites atteints, dans le cadre de parodontites localisés et dans les cadres de sites réfractaires au traitement. Il existe différentes molécules et différents vecteurs, comme nous allons le voir tout à l'heure, les vecteurs étant très importants puisque c'est eux finalement qui vont contrôler la délivrance du produit, sa diffusion au niveau tissulaire. Une méta-analyse récente a repris le sujet, vous allez voir le graphe dans quelques instants, ceci en prenant en compte justement les dernières publications qu'on peut retrouver sur le sujet. Cette méta-analyse met en évidence des résultats statistiquement significatifs. En effet, vous pouvez voir ici pour un grand nombre de molécules, la doxycycline, le métronidazole, l'aminocycline, par exemple la tétracycline. Si vous regardez la colonne WMD, donc qui montre la variation en termes donc, de résultats d'efficacité, si on peut dire, vous voyez qu'on a une diminution de la profondeur de poche dans les différentes études, plus ou moins significative, plus ou moins importante en fonction de la molécule et du vecteur, à plus ou moins long terme, puisque, comme vous le voyez, pour certains produits, malheureusement, on n'a pas toutes les données. Cependant, ces résultats sont à prendre en considération avec, si on peut dire, quelques pincettes, puisque il existe une très grande hétérogénéité des protocoles. Vous verrez, il existe de grands nombres de vecteurs, donc forcément chaque vecteur a sa particularité, si on peut dire, en termes de biomatériaux. Donc il n'est pas possible de comparer un produit avec un autre et faire ensuite une généralisation, si on peut dire, des résultats. Le gros problème, en tout cas, de ces études, c'est celui-ci. Voilà le nombre d'études que l'on peut retrouver sur le sujet. Et si vous regardez la colonne à droite, qui en fait est la synthèse relative au protocole, au design de l'étude, vous pouvez voir que quasiment toutes les études réalisées sur le sujet présentent un risque de biais très élevé. Donc ce qui, là aussi, met en balance finalement l'utilisation de ces produits. En tout cas, les résultats statistiquement significatifs sont vraiment très très discutables. L'impact clinique est donc à relativiser. Quel est l'intérêt évidemment si vous regardez de nouveau le tableau que j'ai mis précédemment, de prendre toujours ce risque-bénéfice, risque, etc. Pour gagner 0,2 mm de poche. On est toujours dans cette notion. L'impact clinique, donc, bien sûr, est à relativiser et surtout, l'apparition de résistance est importante pour ces produits puisque vous avez une dose très élevée au départ, mais ensuite vous avez sur la continuité une très faible dose disponible, des fois une dose inefficace et avec une durée là aussi très variable en fonction justement de la tenue du produit au niveau de la zone traitée. Donc, à l'heure actuelle, en tout cas, nous ne conseillons pas forcément leur utilisation et nous privilégions le traitement antibiotique systémique. En conclusion, il est important donc d'identifier les patients chez qui l'antibiothérapie pourra apporter un bénéfice clinique important réel. Là, l'antibiothérapie doit être considérée comme une thérapeutique complémentaire qui doit dans tous les cas être associée à une désorganisation des biofilms afin d'avoir une activité optimale de la molécule. La sélection de la molécule et de son mode d'administration doit aussi être discutée et évaluée. Comme je l'ai dit, la sélection de la molécule doit se faire en fonction de la pathologie ou de la population bactérienne présente. Et le mode d'administration, systémique versus local, comme vous l'avez compris, la voie systémique est privilégiée à l'heure actuelle. Par ailleurs, là aussi, je pense que
avec toutes les données qu'on a pu voir dans cette présentation, vous comprenez bien que c'est une thérapeutique qui reste sujette à de nombreux débats et qui peut justement évoluer. Les recommandations peuvent évoluer en fonction des nouvelles données qu'on peut avoir sur la composition des biofilms et de leur association avec telle ou telle forme pathologique. Donc, à l'heure actuelle, rien n'est figé.